Donc, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Zouer Kadis. Je suis dev, archi, Java, NoSQL prod depuis une dizaine d'années à peu près. Et je suis également co-organisateur de Devoxx France et ancien organisateur du Paris Jug. Et la presse qu'on va voir aujourd'hui s'appelle DevOps My Code. L'agenda est le suivant. On va brièvement voir quel est l'objectif de la présentation pour voir si vous n'êtes pas trompé de salle. Ensuite, on va voir axer la présentation sur deux aspects importants pour ce qui est Ops, la génération des métriques pour les services métiers, avec une démo Logstash, StatDaemon et Graphite pour clore ce point, et le design for failure, la notion de design for failure, vu au travers d'un exemple. Enfin, on verra qui suis-je, non pas moi, mais l'application sur laquelle je travaille, comment une application doit générer ce signal, et on fera une petite conclusion à la fin. Donc l'objectif de cette présentation, c'est une sensibilisation des devs Java, puisque c'est ce que je suis moi chez mon client tous les jours, à produire du code auditable, exploitable et exploitable. Et c'est également une initiation à la stratégie et aux outils de monitoring. Le fil conducteur de cette présentation, c'est une application simple, un pet store, avec des services qui sont consommés par des services REST, le tout dans un serveur Tomcat avec une base embarquée. Avec l'architecture suivante, un contrôleur qui tape sur une couche service, qui tape sur des DAO. Voilà, donc c'est assez simple, mais le but est plus didactique et pour illustrer la présentation. Donc, on a développé notre application dans un SCM avec un outil d'intégration continue. Et une fois que l'application est développée, on va en production. Et qu'est-ce qu'on a en production? Des clients. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à nous challenger sur ce qu'a coûté l'application. Soit parce que c'est un site de e-commerce, soit parce que c'est un client qui a payé pour son application. Donc il va évaluer deux choses. Il va évaluer si votre application est use case ready, mais il va également évaluer si votre application est production ready. Et si ce n'est pas le cas, on va nous renvoyer, nous, à nos chères études, parce qu'il manque des choses dans l'application pour qu'elles soient mises ici sans problème. La première chose qu'une application doit produire pour qu'elle soit Ops Ready, ce sont des métriques. Alors, un petit disclaimer sur les métriques. J'ai pris pour choix dans cette application, et parce que c'est ce que j'ai fait chez mes clients pendant 3-4 ans, comme métrique, la ligne de log, parce que c'est la métrique la plus simple qu'on puisse produire. Le deuxième disclaimer, c'est que les métriques, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs, surtout quand on se place dans une architecture SI complexe. J'ai pris vraiment une application standard, mais dans un vrai SI à beaucoup plus de couches. Et si on détaille les métriques disponibles, on a les métriques au niveau de la couche physique, CPU, mémoire, disque, network. Les métriques de ma couche, en fait, des différents serveurs sur lesquels je m'appuie, les Apache, les Tomcat, les bases de données diverses et variées, NoSQL et compagnie. Et enfin, les métriques relatives à mon application. Et ce sont les métriques desquelles je vais parler aujourd'hui. Alors, comment une application peut générer très simplement des métriques? Mon application a été faite en Spring. Donc, la première chose que je fais, c'est d'autoriser la programmation orientée aspect. Donc, en fait, on va générer la première métrique grâce à un aspect, bien entendu. Et la première chose à faire en Spring, c'est d'autoriser la prise en charge des aspects par Spring grâce à cette annotation. Ensuite, je code mon aspect qui va capturer l'ensemble des métriques que je souhaite. Donc, je dis que c'est un bin grâce à cette annotation. Je dis que c'est un aspect grâce à cette annotation. Je crée un logger. Et je code ce qui va trapper la métrique que je souhaite en utilisant un advice de type around, c'est-à-dire qu'il va intercepter l'ensemble de l'exécution des méthodes que je souhaite intercepter avec un point cut et cette expression régulière. Alors, je l'ai un petit peu raccourci pour que ça passe dans le slide, mais ça intercepte l'exécution de l'ensemble de mes services métiers. Et le corps de cette méthode comprend quoi? Il comprend donc un string buffer qui va dans un premier temps prendre la signature de la méthode ainsi que son nom. Il rajoute un séparateur.
il déclenche un chronomètre, il capture le temps d'exécution. Et dans un try-catch, il y a deux parties. L'exécution de la méthode, si c'est OK, je mets un flag yes, un séparateur, le temps écoulé. Si la méthode ne s'est pas déroulée correctement, je mets un flag no, un séparateur, je récolte le temps. Je log l'ensemble et je retourne mon objet. Est-ce que j'ai fini? Non, il faut configurer un logger avec un appender de type écriture tournante. Donc j'ai raccourci aussi bien entendu, et un pattern particulier, un timestamp, le thread courant, le niveau de log et le message que j'ai créé précédemment. Et enfin, un logger qui va capturer l'endroit où se trouvent les logs de l'endroit où j'ai mis mon aspect et qui les met dans l'appender que j'ai défini précédemment. Et j'aurai cette ligne. Un timestamp, l'espace de nommage suivi de la méthode qui a été exécutée, le flag pour dire si oui ou non la méthode s'est bien exécutée, et le temps d'exécution. Alors en fait, c'est à peu près 5 minutes de log, mais c'est 5 minutes qui sont extrêmement précieuses et qui donnent à la production de quoi travailler pour pouvoir permettre de suivre votre application. C'est dommage de revenir en production alors qu'on a codé 5 minutes pour faire quelque chose pour que notre application puisse être suivie. Et là, je vais vous présenter une façon de suivre cette métrique en production grâce à l'ensemble Logstash, StatDaemon et Graphite. Et je vais expliquer en quoi consistent ces composants brièvement. Logstash, qu'est-ce que c'est? Logstash traite et transporte des logs à partir de et vers n'importe où. Alors ça, n'importe où, j'ai pris un petit peu la définition de l'éditeur d'Elasticsearch. C'est pas n'importe où, bien entendu, mais c'est à partir de pas mal de sources et vers beaucoup de sources, en tout cas des sources avec lesquelles on est familier et qu'on sait configurer. Logstash a besoin de deux choses pour fonctionner. C'est un gros binaire qui, lors de son lancement, a besoin d'un fichier de configuration constitué de 3 parties. Un input, là en l'occurrence, c'est le chemin où se trouve le fichier dans lequel je crache mes logs. Un filtre qui décompose le message que j'ai créé précédemment. Ça, c'est l'ensemble du message qui est constitué d'un timestamp, du thread, du niveau de log, du nom de la méthode, du code retour, OK au cas où, ou yes or no dans mon cas, et le temps de réponse d'exécution. Et l'output, c'est là où je déverse les logs que l'ETL Logstash prend en charge. Donc là, en l'occurrence, c'est un démon qui tourne en localhost sur le port 8125. C'est StatDaemon dont je vais parler dans quelques instants. Et on lui envoie cette chaîne, dont je vais parler aussi dans quelques minutes, mais grosso modo, je trace uniquement la méthode. Là, c'est le type de métrique que je souhaite prendre en charge par StatDaemon. Et ça, c'est le temps de réponse. Donc, ma log qui est prise en charge par le démon, par l'ETL Logstash, je la prends en charge grâce à StatDaemon. Alors, StatDaemon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un démon réseau, un network daemon qui tourne sous Node.js, qui est quelque chose d'extrêmement simple. C'est vraiment quelques lignes de log. Ça fonctionne sous le protocole UDP et TCP. Mais quand on fait du suivi de prod, ou en tout cas de la prise en charge de log avec, il est préférable d'utiliser le protocole UDP, parce que c'est un protocole qui est plus efficace, s'il n'y a pas d'acknowledgement des paquets. Et si on perd des paquets pour une ligne de log, c'est pas très grave en fait. Et ça écoute des statistiques et les agrège, on va envoie vers Graphite. Donc ça fournit différents types de métriques, donc on va en voir juste 2, et je vous renvoie vers la doc si vous voulez aller plus en profondeur. Des counters et des timers. Donc pour envoyer un counter à StatDaemon, il suffit tout simplement d'envoyer cette ligne. Ça, c'est la valeur que je souhaite, sur laquelle je souhaite avoir une statistique. Ça, c'est la valeur comptée. Et ça, c'est le type de statistique que je souhaite avoir. Là, c'est pour counting. Je peux aussi faire du sampling. Le sampling se fait sur une période de temps du bucket de mesure de StatDaemon. Alors, enfin, StatDaemon n'envoie pas les lignes en streaming complet. Il a des temps de traitement qui sont configurables et qui, par défaut, sont de 10 secondes si ma mémoire est bonne. Donc là,
on ne prend en charge que 10% de ce bucket. Alors pourquoi ce type de stratégie? Parce que quand vous avez de la forte charge, par exemple, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, de tout intercepter. Vous pouvez prendre juste un pourcentage du trafic. Voilà pour le counting. Alors la statistique que moi, je vais illustrer dans cet exemple, c'est le timing. Alors le timing, c'est la statistique la plus importante pour le temps d'exécution d'un service métier. Je vais expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Bon, vous remarquerez qu'elle a à peu près la même structure que précédemment. Simplement, ici, on a l'unité, enfin le type de statistique qui est une statistique de type milliseconde. Alors, en envoyant juste cette ligne à StatDaemon, on peut avoir des informations comme la moyenne, le maximum, le minimum, un ou des percentiles et l'écart type. Donc ça vous prémâche pas mal de travail avant envoi de données vers Graphite. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui savent ce qu'est la notion de percentile? Voilà. Donc je vais brièvement expliquer ce que ça veut dire pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, si vous prenez l'effectif d'une distribution, vous la divisez en 100 parts égales, en tranches de 1% par exemple. La médiane, c'est le centile qu'on connaît tous. En fait, quand on prend la médiane, on sait que à partir de cette valeur, on a 50% des valeurs de la distribution qui lui sont inférieures et 50% des valeurs qui lui sont supérieures. Alors, pour mesurer, pour avoir la perception d'utilisateur entre du temps d'exécution d'un service pour des utilisateurs, on commence à parler, ça commence à être pertinent à partir de 90 percentiles, voire plus. Donc si on a par exemple un service métier pour lequel on a un percentile ou un 90 percentile de 230 millisecondes, on sait que 90% de nos utilisateurs ont un temps de réponse qui est inférieur à cette valeur. Donc c'est quelque chose qui est pertinent et qui reflète réellement la perception de nos utilisateurs vis-à-vis de l'exécution d'un service. Alors il y a également des gauges, des sets et des multimétriques, c'est-à-dire qu'on peut lui envoyer plusieurs à la fois, mais bon, comme je vous l'ai dit, je vous renvoie vers la documentation. Et enfin, le dernier composant est Graphite. Donc Graphite, qu'est-ce que c'est? C'est une solution packagée pour stocker et visualiser des données de type série chronologique de façon très efficace. Il se compose de 3 parties. Une partie visualisation, une partie web qui est une API de plotting pas pour plotter mais pour dessiner. Carbon, qui est un ensemble de 3 process pour la prise en charge de la réception, l'agrégation et la persistance des données sur disque. Et enfin Whisper. Voilà. Et avec tous ces composants, donc une ligne de log, quelques composants, on a le comportement de notre service en production. Alors pour gagner du temps pour la présentation, si j'ai le temps à la fin, je vous ferai la démo de A à Z. J'ai déjà fait une simulation de trafic qu'on va voir là. Hop. Alors déjà l'application, qu'est-ce que c'est? L'application, c'est un simple pet store dans lequel il y a un catalogue et je mesure le temps d'exécution de mon service catalogue, si la souris me rend la main. Donc on a des petits poissons, des petits chiens, des reptiles, etc. Je choisis une catégorie poisson, j'ai des produits de type poisson sur lesquels je clique. Et après, je peux choisir donc le poisson que je souhaite. Et alors donc le Graphite présente les données comme ça. Bon, c'est un petit peu tordu, on voit pas très bien. C'est pour ça qu'en cliquant sur le graph plot, on a quelque chose d'un peu plus représentatif, qui est ça. Hein. Donc là, je mesure, je l'ai pas ici, je mesure la moyenne, le nombre de hits et le 90 percentile. Voilà, donc 5 minutes de code, on fournit à la production quelque chose qui est, alors effectivement, moyennant modulo le fait qu'il y ait ces stacks de disponibles pour le suivi des logs, on peut suivre le comportement de notre application en production. Donc le process pour le suivi des métriques, en fait, la première partie est de notre responsabilité à nous, développeurs, c'est la production de la métrique, que j'ai illustrée ici par une ligne de log. Ensuite, on peut la monitorer,
Mais le travail en production ne s'arrête pas là. Il faut aussi alerter afin de décider et agir. Pour monitorer, je vous ai parlé de Graphite, mais il y a aussi Ganglia qui est un outil sympa pour tout ce qui est monitoring des systèmes distribués. Et également des outils payants, comme New Relic ou App Dynamics. Pour l'alerting, l'outil que moi je connais le plus et que j'ai vu en production le plus, c'est Nagios. Alors je sais pas si, je crois qu'il est payant, je suis pas sûr qu'il soit gratuit, mais les outils qui sont payants de façon sûre, c'est encore New Relic, c'est App Dynamics. Alors App Dynamics et New Relic font les deux, ils font le monitoring et l'alerting. Donc il y a une stratégie souvent dans les boîtes. Est-ce qu'on veut un outil pour chaque? C'est souvent la stratégie qu'on prend quand on est plutôt orienté open source. Ou est-ce qu'on prend un outil qui fait tout? En l'occurrence, on a ces outils-là. Je ne peux pas vous faire de feedback sur ça en production. Par contre, c'est des outils qui sont très sympas quand on fait de l'archéologie sur des tests de charge. Quand ça se passe mal et on ne sait pas trop où on a la consommation du temps, ou aussi quand on veut faire de l'optim JVM, c'est des outils sympas. Pour la production, donc déjà, c'est des outils payants et très très chers parce qu'il y a un pricing en fonction des JVM et compagnie. Et voilà. Donc, premier aspect, le monitoring pour le suivi de prod. Deuxième aspect, le monitoring, enfin l'audit. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que ça se passait mal, on a peut-être besoin de creuser un petit peu nos logs pour savoir on a besoin de fournir aux personnes qui travaillent quelle est la cause précise du problème. Notamment sur notre métrique. Première option, tout simplement le shell. Donc si vous êtes constant en shell, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs ou vous aider d'outils, là en l'occurrence payants, style ClickView, qui font du BI sur vos logs. Deuxième option, la stack ELK, Logstash, Elasticsearch et Kibana. Je pense que c'est une stack qui est intéressante pour l'audit. Pour le suivi de prod courant, je ne sais pas, j'en suis pas persuadé. En tout cas, pareil, hein, pas de feedback dessus, mais ce que j'ai décrit précédemment est peut-être un petit peu plus robuste pour le suivi de prod. Voilà pour donc le suivi des logs courants. Deuxième aspect du suivi de prod, la résilience et les métriques ad hoc à générer, que je vais illustrer via le design for failure, ou en français la résilience. Donc quand on prend un service, un use case quelconque, il est constitué ou il peut être constitué de l'agrégation de plusieurs services, des services obligatoires et des services optionnels. Et un service optionnel ne doit jamais entraîner le dysfonctionnement de votre service principal. Il peut tomber lui aussi, bien entendu, auquel cas, là, du coup, vous n'avez plus qu'aux yeux pour pleurer, mais si c'est que l'optionnel qui tombe, ça serait dommage que l'ensemble se casse la figure. Parce que la question de savoir s'il va tomber ou pas, elle ne se pose pas, ça va tomber. Et il faut faire ce qu'il faut pour que, quand ça tombe, ça continue de fonctionner correctement. Donc, prenons un exemple. Vous avez un service, donc votre application commence à prendre de la charge, donc vous décidez de mettre en place un cache. Et l'approche naïve, et là en l'occurrence on utilise même CacheD, l'approche naïve pour mettre en place ce type d'API, c'est de taper dessus directement dans votre service métier. Ce qu'on voit ici, donc de façon simple, on crée une clé, on va chercher dans le cache. Si j'ai rien du tout, je vais chercher dans mon service. Alors là, il y a une petite erreur entre là et là, parce que en fait, je vais chercher dans le DAO. Et je la mets dans le cache. Sinon, si j'ai quelque chose, je renvoie la valeur qui est en cache. L'approche qu'il faut préférer pour être résilient, c'est plutôt de faire de la composition à partir de l'API de base. Donc, on va créer notre classe perso qui va surcharger les classes de l'API de base. L'appel va être quasiment identique à ce qu'on a vu plus haut, modulo les noms. C'est strictement la même chose. Simplement, dans la surcharge que l'on fait, on va tenter de faire l'appel. Et si ça se passe mal, on trappe l'exception, tout simplement. Ce qui fait qu'ici, on fonctionnera en mode dégradé. On ne tapera jamais dans le cache, mais mon service continuera de fonctionner.
Deuxième chose extrêmement importante, votre service optionnel, il est peut-être optionnel, mais il protège votre base ou il peut aussi protéger un autre service sur lequel vous tapez et qui est payant. Donc, vous pouvez accepter de fonctionner en mode dégradé, mais il est super important de générer la bonne métrique qui, de la même façon que précédemment, sera monitorée et avec une mise en place d'alerting pour alerter les bonnes personnes, enfin les personnes qu'il faut, pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires afin de mettre en place votre service de façon à 100%. Donc on a vu deux types de métriques. Les métriques de contrôle du fonctionnement courant. Là, on a un appel du service génère une métrique par programmation ASP, donc interception des appels de la couche métier. On aurait pu aussi mettre en place des access logs ou utiliser les access logs du Tomcat via la mise en place d'une valve. Simplement, là du coup je vais vous le montrer en fait. J'ai déjà fait le tail tout à l'heure. Ça, c'est un tail sur des access logs que je génère sur le Tomcat, sur lequel s'exécute l'application. C'est tout simplement des services REST, contrairement à ce que je vous ai montré. Hein, c'est des services REST qui sont ensuite consommés par autre chose. Et le problème avec les logs, les access logs, c'est qu'on a une URL. Alors que quand on voit les logs de la couche métier et que je crée avec un aspect, il y a une notation pointée. Et Graphite, là, je vais vous montrer que je vais faire quand même un petit peu de démo. En fait, Graphite convertit la notation pointée on peut naviguer. Et si vous avez beaucoup de services, hop, on a, vous voyez, j'ai mis comme, pet store, service, catalogue, implémentation, catalogue, service. Et si j'ai beaucoup de choses, si je souhaite suivre beaucoup de choses, j'ai qu'à tout cracher sur mon Graphite et pouvoir naviguer ensuite pour choper la bonne métrique. Ce que je ne peux pas faire avec les access logs. Est-ce que c'est clair pour vous ou c'est bon? Voilà, donc métrique de contrôle de fonctionnement courant, un appel égale une métrique. Métrique de dysfonctionnement. Dans ce cas, on ne génère la métrique que quand j'ai un problème. Et que le problème, et si je souhaite la monitorer parce que ce service optionnel, par exemple, me coûte de l'argent, je vais faire de l'alerting sur la métrique que je génère. Qui suis-je? Donc, une application, il est extrêmement important qu'une application dise qui elle est. Par qui elle est, j'entends deux choses. Quelle est sa version et quel est son timestamp de build. On peut dire autre chose aussi si on souhaite, ou si on souhaite communiquer autre chose aux utilisateurs de notre application. Là, on est plus utilisateur interne. Mais à mon sens, ces deux informations sont les plus importantes. Version pour savoir, par exemple, si on s'est trompé et qu'on a envoyé du snapshot en prod. Timestamp du build pour savoir si on est vraiment sur la version comment dire, si on l'a buildé et qu'on veut être sûr que ce qu'on a buildé est vraiment l'heure de ce qu'on a buildé en prod. Et pour faire encore plus simple, c'est sympa de mettre à disposition ces informations via une ressource REST de ce template par exemple. Après, on peut mettre ce qu'on veut ici, bien entendu, mais comme ça, on peut la faire consommer par d'autres. Typiquement, si on met à dispo un service REST, on peut, de l'Angular par exemple, on peut lui faire consommer ce service. Comment le faire simplement? Pareil, en 4 coups de cuillère à peau, en utilisant un plugin Maven qui s'appelle Properties Maven Plugin, qui permet la génération d'un fichier qui contient plusieurs properties, dont 2 importantes, en tout cas dont je viens de vous parler, Project Version et Maven Build Timestamp. Et il suffit simplement de lire ce fichier et d'exposer grâce à un service REST ces 2 properties par le biais d'un service. Alors, on va voir le code ensuite, mais je montre le slide quand même, parce que je pense que la police est plus grosse et plus grande.
Donc la première properties grâce à cette annotation Spring qui va lire dans le fichier properties. La deuxième, le build timestamp. Et le service, là c'est un admin version qui se contente de lire d'exposer, de retourner ces deux properties. Et on va du coup le voir dans le code. Mon plugin Maven, je le cherche. J'étais dessus, mais il n'y est plus. Bon, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Donc Properties Maven Plugin qui me génère un fichier, celui-ci, dans lequel j'ai plusieurs properties. Alors oui, il y en a beaucoup plus que celles que je vous ai décrites, mais il y a la version, donc là sans snapshot parce que c'est un projet démo bien entendu, et le timestamp du build. Et mon service est ici, c'est un service de type Lifeline, dans lequel j'ai les deux properties. Donc APP Properties, c'est des possibilités Maven pour lire un fichier de properties. Et je donne les clés des deux properties que j'ai créées. Et la méthode qui permet de connaître la version qui est ici. Donc pareil, 5 minutes de développement, on fournit ce service aux bonnes personnes. Et bon, j'ai déjà exécuté tout à l'heure et on l'a ici. Bon, bien entendu, on aurait pu mettre du JSON, mais pour faire simple, j'ai fait juste des chaînes de caractères. Voilà pour l'admin version. Le troisième point, un aspect plus, on va dire, miscellaneous, c'est la notion de health check ou de ligne de vie. En fait, c'est parfois sympa de mettre à disposition des ressources qui fournissent des informations sur l'application elle-même, est-ce qu'elle est up ou pas, ou alors des informations sur d'autres services sur lesquels l'application s'appuie, sous réserve que ces services eux-mêmes mettent à disposition des ressources stateless. Si ce n'est pas stateless, ça ne sera pas possible. Typiquement, c'est bien de savoir quand vous avez un serveur Tomcat, de savoir s'il est up ou non. Si ce serveur Tomcat tape sur une source de données, c'est bien de mettre à dispo un service qui dit ma base de données ou mon Elasticsearch ou mon Mongo est OK. C'est intéressant pour vous, pour nous. Comme ça, on sait si notre service est OK ou KO. Et c'est aussi très intéressant quand on utilise des automates qui vont taper sur ces ressources et qui disent si l'ensemble de ma stack fonctionne correctement. Pareil, on peut. Je me redis, mais bon, c'est pas superflu. Si ça marche pas, ben on met en place de l'alerting pour réveiller les bonnes personnes afin de résoudre les problèmes. Alors, je l'ai fait ici, je crois, un health check. Je vais peut-être vous le montrer. Ici, j'ai un service qui va tout simplement aller me chercher la version de ma base de données. Et j'ai aussi un check, tout simplement quelque chose qui retourne OK ou KO. Alors, j'ai deux versions de ce service-là.
euh, que je vais vous montrer la deuxième, qui est sympa aussi. Donc check light, check full. Et voilà. Alors, un autre usage des health check, c'est qu'on peut, typiquement quand on a un répartiteur de charge du type HAProxy, on peut avoir un fichier dans notre Tomcat. Et donc mon S-check si on met OK dans ce fichier texte et qu'on tape sur la ressource, on renvoie une réponse 200. Si on met KO, on renvoie pas 200, ce qui permet de sortir les instances de mon répartiteur de charge. Typiquement, par exemple, si on voit qu'une instance est un petit peu vérolée, on la sort, on la répare et on la remet par ce biais. Euh, alors j'ai pris pour choix de parler de métriques que je code moi-même. Hein. Donc la métrique la plus simple que nous on sait le faire le plus facilement, c'est la log. Mais il y a des librairies pour faire ça. Il y a notamment une librairie qui s'appelle Metrix, qui est fait par un type qui bosse chez Yammer. Yammer, c'est un réseau social. Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est que voilà, donc il y a pas mal de personnes qui savent. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une espèce de réseau social d'entreprise. Il y a pas mal de bons devs dans cette boîte. Et ce type a fait cette librairie qui est super sympa, qu'on peut utiliser en Java et en Scala, et ça permet de faire les métriques du style de ce que fait StatDaemon, donc des timers, des samplers et des gauges. Je crois qu'au gauche c'est sonde en français. Et ça peut aussi faire ça permet aussi de faire des health checks. Par contre, vous codez dans vous avez ces appels dans votre code métier. Dans votre code métier, vous n'avez pas quelque chose d'un peu transverse comme ce que permet de faire la programmation orientée aspect. Là, donc je pense que le timer est un peu bloqué, hein, parce que je suis à 27 minutes depuis pas mal de temps. Je pensais que j'avais du temps. Mais on va quand même. Il me reste plus beaucoup de slides. Je vais là du coup faire la démo parce que je sais que je suis dans les clous. Alors, je vais d'abord arrêter le serveur web. Il y a un qui tourne. Je lance le serveur dans lequel tournent mes services REST. Je vérifie que ça tourne bien. Là, il faut que j'ai mon admin version qui me renvoie quelque chose. Voilà, c'est bon. Mes services REST, c'est la consultation d'un catalogue. Donc, un catalogue est constitué tout d'abord de catégories. Ah. KT, oui, d'accord, merci. Donc, j'ai mis de toute façon tous les slides pour me prémunir de l'effet démo avant. Mais voilà, donc j'ai des catégories. Après, catalogue des produits et des items. Voilà, donc on a quelque chose qui tourne. Donc là, j'ai mon serveur Tomcat qui tourne. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre pour le suivre? J'ai besoin de Logstash. Logstash, je l'avais arrêté avant la presse pour ne pas avoir trop de ressources, bouffer trop de ressources. Donc c'est un binaire. Est-ce que vous voyez bien ou pas au fond? Non? Oui? Non? Non, c'est trop gros. Donc c'est un binaire, bin logstash, auquel on donne un fichier de conf et qu'on lance comme ça tout simplement. Hop, on va attendre un petit peu. Donc il est un petit peu lent. Pendant que, voilà. Et si je fais un test sur les services REST, hop, on va voir que ça va. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci.
Voilà. Donc en fait, Logstash, il prend votre ligne de log. Ça, c'est Logstash en mode debug. Donc vous avez une décomposition de votre ligne, le timestamp, le thread, le niveau de log, l'espace de nommage qu'on va prendre en charge par Graphite, le code retour et le temps d'exécution. Et juste une parenthèse sur Logstash. Sont présents à Devoxx David Pilato et un committeur Elasticsearch qui vient du Canada qui s'appelle Colin Surprenant. Je crois qu'ils ont une presse aujourd'hui et il y a un BOF ce soir, un Birth of a Feeder. Donc si vous avez, si vous avez des questions sur cet outil, n'hésitez pas à aller les voir. Donc là j'ai mon Logstash qui tourne et enfin l'ensemble de où suis-je hop hop. Voilà. Petite parenthèse aussi, si vous voulez expérimenter l'ensemble de la stack que j'ai utilisée chez vous ou pour la montrer à vos clients, il y a un conteneur Docker qui contient StatDaemon et Graphite. Et les URL, je vais vous les rappeler à la fin du slide, à la fin de la présentation, pardon. Et donc, comment ça se passe Je vais voir si j'ai quelque chose qui tourne. J'ai un Docker qui tourne, donc je vais l'arrêter. Je l'arrête. Ensuite, je dégage tout avec cette commande, sudo docker rm, je vire tous les process qui tournent. Et ensuite, je le relance grâce à cette ligne. Donc sudo docker run, ça c'est le nom de mon container. Et il y a pas mal de redirections de ports pour qu'il puisse être écouté. Si vous l'utilisez, il y a une particularité de ce conteneur Docker. En fait, c'est pas du Docker direct, c'est du Vagrant qui lui-même contient du Docker. C'est un peu compliqué, mais ça marche vachement bien, c'est assez facile à installer et c'est en 2 coups de cuillère à peau, vous pouvez faire des tests. Je l'ai lancé ou pas? Non, boum, là c'est lancé, voilà. Et j'ai enfin un petit script qui simule du trafic, tout simplement en curl parce que je suis en REST. Et si je retourne à mon navigateur et que je rafraîchis. Alors, j'ai fait les exécutions avant pour avoir un petit peu de trafic, pour pas avoir et pour bien entendu me protéger de l'effet démo. Mais là, on voit ce que ça donne. Quand je vais rafraîchir, j'aurai plus rien. Voilà, ça se vide. Et donc, on va voir les bénéfices de la notation pointée. Donc, StatDaemon. Non, c'est des timers. Alors il y en a 2 parce que j'ai pas tout nettoyé peut-être. Je navigue dans l'espace de nommage que je trappe, sur lequel je fais des stats. Donc là, c'est la stat que je suis, qui est une stat de type time. Et donc vous pouvez voir, hop, hop. Donc j'ai des counts. Alors on va l'écarter un peu. Donc, hop, voilà. Donc j'ai du count, minimum, maximum, la moyenne sur les valeurs utilisées pour le 90 percentile, c'est-à-dire la moyenne sur 90% des valeurs. Bon, je passe le reste, je vais parler juste de ce qui est intéressant. L'écart type et le 90 percentile. Donc j'ai pris une configuration de base, mais ça peut se configurer pour avoir le 90, 95 et 98. Voilà. Et quand on clique dessus, boum, on a rien. Voilà, on l'a là ici. Bon, je vous ai montré ce que ça donnait tout à l'heure. Je vais voir combien il me reste de temps parce que le compteur est bloqué. Il me reste, je crois, 5 minutes à peu près. Donc on va conclure. Voilà. Alors, donc dans l'ensemble de la stack pour faire du code OpsReady, il y a bien entendu tout ce qui est technique, et notamment l'usine logicielle. Une usine logicielle, c'est super important. Alors vous posez pas la question, mais vous allez peut-être, parce que chez vos clients ou chez vos employeurs, il y a tout ce qu'il faut. Mais si un jour vous changez, vous allez arriver sur des endroits, chez des clients où il n'y a rien du tout. Donc pensez-y et pensez surtout au staffing nécessaire
pour la mise en place de toute cette stack, parce que ça demande du personnel. Le deuxième point, il n'est pas technique. Alors j'ai mis 3 fanions. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot et de rugby dans la salle, mais j'ai mis Paris Saint-Germain. Ça c'est... Non, c'est Racing Club de Toulon. Donc c'est 2 clubs avec des galactiques et un club plutôt avec des petits jeunes. Leur particularité, c'est que c'est des clubs qui sont premiers de leur championnat, ou premier ou deuxième, on ne sait pas qui va gagner, avec des stratégies différentes, des cadors ou des newbies, des mecs qui sortent de l'école. Simplement, ça c'est pour illustrer le fait que, bon, quelle que soit la stratégie qu'on prend, il y a des organisations dans lesquelles tout se passe bien, tout est bien huilé. Et j'aurais par exemple pu prendre des clubs relégables en rugby ou en foot, où à peu de choses près, on aurait eu le même effectif que ce qu'il y a à Lyon. Simplement, ça marche pas. On ne sait pas pourquoi. L'organisation est pas bonne. Donc, dans tout ce qui est suivi de production, il y a aussi de l'humain et de l'organisationnel. On n'a pas toujours pris dessus, mais c'est quelque chose qui est important pour la mise en place de ce type d'outil. Conclusion. Donc, le cycle de vie d'une application ne s'arrête pas après une release. Donc, ce qui se produit après nous concerne, nous, développeurs. Il nous concerne dans le sens où une application doit générer les signaux pour être vus et entendus. On doit pouvoir générer les signaux pour mesurer l'état courant et OK de nos services. On doit aussi pouvoir générer les signaux pour la détection des dysfonctionnements. Et dans ces conditions, notre application sera facilement monitorable par des outils puissants et gratuits. Et si vos signaux sont collectés de façon intelligente, en termes de rétention, le feedback ira au-delà du simple monitoring. À court terme, ça vous permettra de faire, et ça nous permettra de faire du provisioning, dans le cloud ou pas d'ailleurs. Et à moyen terme, ça permet de faire du capacity planning. C'est-à-dire qu'en suivant vos statistiques, vous savez s'il faut acheter des serveurs ou acheter des instances. Sinon, vous serez aveugle. Ou alors, vous devrez acheter des outils très très chers. Donc, ça dépend de ce que vous avez dans le porte-monnaie. Mais on a quand même vu que 5-10 minutes de dev, ça peut vous permettre de faire pas mal de choses. Un petit peu de bibliographie. Donc, j'ai mis en gras ce que j'ai trouvé intéressant. Ici, en premier, c'est un talk filmé de la personne qui a développé la librairie Metrix. Là, ce sont 2 blogs DevOps Corporate très très bien faits, notamment pour tout ce qui est outillage, Graphite, Grafana, etc. Et c'est écrit en français. Je pense qu'ils ont même une solution ASP qui s'appelle Check My Website, mais bon, ça me gêne pas de leur faire de la pub parce que c'est vraiment un blog sympa et bien fait. Et enfin, ça, c'est le lien vers le conteneur Docker qui contient l'ensemble Graphite, Docker et le conteneur Docker qui contient Graphite et StatDaemon. Le reste est un petit peu pas superflu, mais pas super important. Là, je me suis trompé de sens. Et si tout ce qui est DevOps vous intéresse, 2 bouquins à lire, Continuous Delivery et Web Operations. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour des questions, mais je vous remercie de votre attention. Merci. Oui, une question ? Je voulais savoir si allô. Je voulais savoir si tu avais une solution, une piste pour la corrélation d'ID, puisque là on voit juste des logs bruts, mais quand on a une non, une solution packagée, non, il faut du spécifique. Effectivement, c'est une. Tu disais tout à l'heure que la pile ELK, là, c'était plus pour de la visualisation, peut-être moins pour de l'Ops. C'est mon point de vue. C'est pas une occasion. Moi, à choisir, je préférais plutôt la solution à base de graphite. D'accord. Parce que pour l'alerting, des choses comme ça, non Notamment parce que c'est plus pluggable. Graphite, tu peux plus facilement lui plugger des outils style Nagios et compagnie. Oui.
D'autres questions? Eh bien, merci à tous.